Salut Flo, Salut Paname, ça va ou quoi? super bien, très excité de pouvoir échanger avec toi. Bah ouais, c'est cool. On se fait notre premier épisode d'une idée qu'on a eue ensemble il y a maintenant une semaine où on s'est dit que on allait lancer un projet ensemble et qu'on allait le build in public. Voilà, on va tout Donc ça, montrer. c'est ça, on va tout montrer. Donc ça c'est cool. Bah ouais, globalement un peu on va rentrer en détail après sur qui tu es Flo, qui je suis, pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, le projet de manière globale, c'est qu'on monte ensemble une agence et qu'on a envie de montrer toutes nos étapes sur comment est-ce qu'on va créer cette agence-là, quelles erreurs on va faire, qu'est-ce qu'on va faire peut-être de bien, quels sont les outils qu'on va utiliser pour donner un maximum de visibilité aux autres, l'envie aussi peut-être de lancer des agences et de se lancer tout simplement dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est ça, bah, c'est une façon déjà de révéler un peu notre nouvelle relation au grand jour. J'ai l'impression qu'on fait un peu notre coming out. Et puis j'espère que on pourra produire du contenu qui sera utile aux autres. Je pense qu'il y en a pas beaucoup autour de la création d'agences. On voit beaucoup de gens qui donnent des conseils autour de la création de start-up, et c'est tant mieux. Mais pas beaucoup autour de la création d'agences, qui peut un peu différer en termes de méthode et de roadmap. Donc espérons que ça puisse servir aux autres et puis que ça nous soit aussi utile à nous. J'espère qu'on pourra se retourner dans quelques années, regarder derrière et se dire on a bien fait de le faire, quoi. Toi, t'as déjà un peu d'expérience dans les agences. Tu sais ce que c'est une agence, tu sais ce que c'est le freelancing. T'as quel âge toi? J'ai 31 ans. 31 ans, Je suis ok. un petit peu plus jeune. Mais effectivement, j'ai un parcours d'entrepreneur. Donc moi j'ai créé trois boîtes qui ont d'ailleurs plus ou moins bien marché. Mais bon, ce qui est bien, c'est quand on commence jeune à créer des boîtes, on progresse aussi assez rapidement. Donc généralement, De ouf. la première, on enchaîne tout un tas d'erreurs possibles, imaginables. Quand on se lance un peu dans le grand bain, on a tout à découvrir. Et puis après, petit à petit, on s'améliore, hein, évidemment. Et donc oui, la troisième boîte que j'ai créée s'appelle The Toolbox, donc dont j'étais le cofondateur et le CTO pendant un peu plus de 3 ans. Et donc c'est une agence, voilà, on aura certainement l'occasion d'en reparler, mais que j'ai pu faire grandir avec mon associé de l'époque et qui est monté voilà à 15 salariés. Donc on a connu un peu cette phase de construction de l'agence et qui était positionnée du coup sur le marché du no-code pour ceux qui ont suivi nos aventures. Ok. Et c'est pour ceux qui du coup connaissent peut-être pas le no-code, c'est quoi un peu la def selon toi? Enfin ta def, parce que tout le monde a un peu sa def. Mais... Ouais, alors bah, le no-code, c'est un peu la nouvelle vague dont on entend parler là depuis quelques années maintenant sur les réseaux sociaux et dans le monde professionnel, même si ça reste un terme qui est pas du tout connu par les entreprises traditionnelles. Nous, il y a encore 3 4 ans, quand on a lancé la boîte, on parlait d'outils numériques. Et on va dire que le no-code, c'est l'art d'utiliser des outils existants, donc des logiciels généralement qui sont en ligne, pour améliorer l'efficacité d'une entreprise, pour lancer un projet, pour créer un premier produit, une marketplace. Et donc le no-code, euh, désolé, j'ai un appel en cours. Le C'est un no-code, client, c'est j'espère. du coup par définition une technologie qui ne nécessite pas de coder. Euh, Hop. Ouais, j'ai eu un petit appel en direct. C'est une technologie qui ne nécessite pas de coder et qui permet du coup d'aller 2 fois plus vite dans la création des produits et des outils, et généralement pour des coûts qui sont 2 fois moins chers quand on avait l'habitude de passer par des développeurs web. Voilà. Ok, donc toi en gros t'as eu pas mal d'expérience. Là, à la fin de ton expérience avec The Toolbox, tu t'es retrouvé à te remettre un peu à faire du freelancing, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis sorti de The Toolbox l'année dernière, au mois de septembre. Ça a été une aventure super, hein. On a franchement construit des très belles choses et on peut dire sans aucune prétention qu'on était parmi les premiers arrivés sur ce secteur du no-code. Donc on a participé un peu à l'évangélisation de tout ça. Et c'était une super mission. On a construit une belle aventure. Après, dans ce genre d'aventure, c'est aussi énormément de dépenses, énormément de difficultés et d'obstacles qui se dressent sur ta route. Et donc moi, je suis sorti de cette aventure assez éreintée pour être tout à fait honnête. Et donc j'ai ressenti le besoin un peu
de prendre un pas de recul pour faire un peu d'autres choses, parce que voilà, je m'éclatais pas autant que ce que je voulais. On était arrivé dans une phase de développement qui est la phase qui arrive après la phase de création, où là il y a plein de choses à faire, c'est top. Et puis après, les boîtes se structurent, il faut les organiser, les développer, c'est une autre mission. Et voilà, dans ce contexte-là, moi j'avais besoin de faire d'autres choses, et donc effectivement j'ai fait un petit break. Je me suis lancé après en freelance. Donc j'ai d'abord tout arrêté, j'ai d'abord tout coupé, parce que pour parler un petit peu de moi, j'ai fait une petite pause. Là, je vis sur Marseille. J'ai quitté Paris il y a 2 ans aussi pour alors d'abord pour avoir une meilleure météo, mais aussi pour retrouver un peu un mode de vie un peu plus agréable et un peu plus équilibré. Et donc ça participait aussi dans cette idéologie qui est de vouloir créer des choses, d'être ambitieux, mais aussi de savoir garder un certain rythme de vie équilibré. Et donc voilà, je me suis remis à mon compte, où j'ai retravaillé avec des petits clients et continuer à produire du contenu sur LinkedIn. Et c'est suite d'ailleurs à cette veille que je fais sur LinkedIn et à ces contenus que je crée qu'on a pu se rencontrer. Voilà, je sais pas si tu voulais en parler, mais c'est effectivement comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc c'est la magie de LinkedIn. Ouais, c'est la jeunesse. Nous, moi, c'est vrai que je publie pas mal sur le no-code. C'est un domaine qui m'intéresse et par lequel je suis rentré avec UiPath dans mon ancienne vie de consultant. Du coup, c'est vrai que je partage pas mal de contenu là-dessus. J'essaie de faire un peu des vidéos sur YouTube. Et on avait fait un visio. Je crois que tu faisais à ce moment-là, tu devais faire un road trip dans les Dolomites, si je dis pas de bêtises. Ouais. Pas du tout. C'est ça. Bonne mémoire. Donc on avait fait un call là-dessus pour échanger. Mais justement, ça nous amène à notre première un peu rencontre. Quand est-ce qu'on a démarré cette idée-là? Quand est-ce que on est passé de l'idée, nous on appelle ça un peu des lubies du dimanche soir, à vraiment un projet où on y investit du temps. Nous, c'est notre métier, donc chez Je Secret Compagnie, de créer des agences, des entreprises et d'accompagner en fait des entrepreneurs dans les premiers 18 mois dans l'opérationnel avec eux pour créer un projet qui leur tienne à cœur et qui puisse avoir leur projet de vie ensuite. Et en fait, tu m'as envoyé un message sur LinkedIn en me disant voilà, je sais ce que c'est que monter une agence, je sais ce que c'est que le freelancing. Là, j'ai envie de faire une aventure avec un crew. Et puis j'ai envie de kiffer, et en même temps j'ai envie de progresser et d'améliorer le quotidien en fait d'autres personnes. J'ai une petite idée en tête. Je sais que t'aimes bien le code, je sais que t'as déjà monté des agences. Est-ce qu'on ferait pas un truc ensemble? C'est un peu ça. Ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, on ne dit pas assez souvent, mais c'est vraiment une affaire de rencontre et de timing. C'est-à-dire que t'as raison de rappeler qu'on a eu ce premier échange quand j'étais dans les Dolomites et dans cette aventure The Toolbox. Et là, c'était pas forcément moi, c'était un autre moment de ma vie où j'étais dans cette phase de développement de The Toolbox. Après, on s'est recontacté juste après que j'ai quitté l'aventure, où là, j'étais dans une posture un peu plus de prendre du recul. Je préférais me faire des road trips à moto, des petits voyages en van, plutôt que de me remettre tout de suite au travail. Et finalement, il y a toujours aussi une part de rencontre, une part d'être dans le bon moment, dans le bon timing. Mais ça se construit aussi. C'est-à-dire que c'est une relation qu'on a quand même finalement construite depuis un petit moment. Et là, j'ai eu cette chance. Et peut-être que si j'avais pas vu ton post dans mon fil LinkedIn où tu disais voilà, on a toujours ce projet de créer une agence autour du no-code. On cherche encore des gens. Les places sont limitées, donc contactez-nous. Peut-être que si je vois pas passer ce post ce jour-là, peut-être que je décroche pas mon téléphone pour t'appeler, tu vois. Je sous-estime jamais la part de chance. Je pense qu'on provoque la chance, mais je pense aussi que il faut accepter que voilà, son destin soit quand même lié d'une manière ou d'une autre à cette part de chance. Et ça tombait parfaitement, parce que moi c'était un moment en tout cas où je reprenais des petits projets en freelance, mais j'avais envie d'aller un peu plus loin. Je pense que j'aime vraiment travailler en équipe, j'aime vraiment créer de l'impact, et j'avais l'impression d'être un petit peu limité dans ces missions de freelance. Et j'avais envie un petit peu de retourner sur le ring, quoi, clairement. Et l'opportunité que tu proposais m'intéressait, parce que je me suis dit que si on mélangeait votre connaissance du monde de l'agence
avec nos expertises réciproques en matière de no-code et les connaissances du marché que j'ai pu accumuler par les expériences passées, ça pouvait faire quelque chose de sympa. Et donc on a décidé de progressivement commencer à faire des petits tests ensemble et pour l'instant c'est plutôt concluant. Tu penses que le freelancing, c'est une bonne école pour faire une agence, ou est-ce que tu penses selon toi, est-ce qu'il faut être freelance et ensuite se lancer et faire une agence, ou est-ce qu'on peut directement se lancer en agence? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que le freelancing, c'est quand même une bonne école. D'abord parce que ça te permet de développer une certaine expertise dans un domaine. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux lancer une agence qui fonctionne, il faut que tu puisses te positionner sur un marché en disant je vais pas juste accompagner des boîtes dans l'amélioration de leur marketing. Par exemple, ça c'est des secteurs qui vont être très bouchés. Donc tu vas devoir et je pense que c'est de plus en plus vrai, développer une vraie expertise dans une niche, peut-être pour une cible très spécifique ou peut-être sur un besoin très spécifique qui va être de faire les meilleurs Facebook ads pour des boutiques de e-commerce qui vendent des produits pour les bébés, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que le freelancing, comme tu es obligé, que tu es tout seul, de mettre les mains dedans et de te spécialiser dans un domaine parce que tu vas pas pouvoir tout faire, je pense que c'est une bonne chose. Ça te permet aussi un peu de surmonter le syndrome de l'imposteur qu'on a un peu tous quand on se lance. On a toujours le sentiment de pas forcément être à la hauteur et du coup de se confronter à ses premiers clients. De produire de la valeur pour eux, de voir que ils peuvent avoir des résultats grâce à ton travail. Je pense que c'est un super moyen de se mettre en confiance. Et puis la troisième chose, je dirais que c'est top parce que ça t'oblige à avoir maîtrisé tout un tas de sujets. Quand t'es freelance, encore une fois, donc par définition t'es seul, donc tu vas gérer ta compta, tu vas gérer ton organisation personnelle, tu vas gérer ta prospection, tu vas gérer l'exécution de tes missions. Et quand tu montes une agence, même si au départ tu vas peut-être être t'associer avec une deuxième personne qui va t'apporter d'autres compétences, tu vas quand même devoir tout gérer. Et tu auras eu cette première expérience en freelance qui est franchement un super bon point de départ pour se lancer. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, moi, pour le coup, je suis pas sûr que freelancing pour moi, une méthode, un mode de travail qui, en fait, veut dire travailler pour des clients. Nous, chez Scale Company, toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin avec les agences, qui ont vraiment mis les mains dans le cambouis, ont pas forcément fait du freelancing avant, mais en tout cas ont fait au moins du conseil ou au moins ont été en fait en relation avec des clients. Et je pense que c'est ça qui est très important quand on monte une agence, c'est de savoir et de comprendre l'exigence qu'un client peut avoir en face. En fait, je pense qu'il y a un côté très rigoureux dans une agence qu'il n'y a pas forcément avec une startup, dans le sens où on dit souvent, tu vois, c'est dur de monter une startup, mais après c'est scalable. Donc en gros après ça va. Alors qu'une agence c'est très facile de la créer et de la lancer. Par contre après ça demande un effort continu, un peu en mode course à pied marathon, tu vois. Là où tu peux avoir un moment d'épiphanie incroyable avec une startup et en fait rendre la chose scalable et bête de valo et voilà quoi. T'es sur des rails. Et là je pense que tu vois sur l'agence, je pense que quelqu'un, tu vois, c'est tout bête, mais quelqu'un qui présente mal les choses, qui fait des PowerPoint avec des fautes d'orthographe, qui rend les projets en retard, tu vois, tout ça, c'est... Nous, sur toutes les agences qu'on a montées, que ce soit My Name is Bond, SEO Secret, le bouche à oreille, c'est quand même plus de 50% de notre trafic, quoi. Donc, je pense que le côté rigueur et le côté on fait bien notre travail parce que on sait ce que le client attend en face et parce qu'on a déjà été dans cette posture, je pense que c'est important. Donc tu l'apprends évidemment en freelance et tu l'apprends en boîte de conseil aussi. Ouais, non, je suis aligné. Effectivement, la qualité de service aujourd'hui permet presque aussi de te démarquer de tes concurrents parce qu'il y a, Clairement. pour avoir travaillé avec des agences, effectivement, t'en as beaucoup qui font pas forcément super bien leur travail, où tu vas avoir un peu le sentiment d'être un numéro parmi une masse de clients et de pas être traité à ta juste valeur. Et donc c'est des choses qui s'apprennent et qui sont pas forcément innées. Donc effectivement, ouais, c'est juste. Bon, ça fait 15 minutes qu'on parle, Flo. Je te propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Qu'on passe aux choses sérieuses. Des petits conseils actionnables, parce que c'est bien beau de théoriser les agences, mais l'agence, ce qui est beau, c'est qu'on met les mains dans le cambouis. On réalise les choses nous-mêmes. Parfois, on les délègue. Mais de toute façon, on va aborder tout ça. Je pense que c'est un bon format de se faire 15 minutes un peu d'open mic
et après 15 minutes où on se dit un peu qu'est-ce qu'on a fait réellement. Donc là, où est-ce qu'on en est? C'est quoi notre idée déjà, si tu veux en parler, dans le degré de précision que tu veux donner? Moi, je suis plutôt partisan du fait que toutes les bonnes idées ont déjà été pensées et que ce qui fait la différence entre deux agences, c'est l'exécution et la niaque qu'on va y mettre. Mais voilà, je te laisse. C'est toi le CEO. Je te laisse le choix et être maître de ta parole. Oh, écoute, non, mais je pense que l'idée c'est de pouvoir en parler librement de tout ça et je pense que c'est intéressant pour les gens qui regarderont cette vidéo de pouvoir comprendre comment une idée va évoluer. Donc c'est bien de la regarder, de regarder d'où on part et de voir aussi comment le projet va évoluer. Parce que là, ce que je vais dire, il n'y a pas de pitch rodé, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas encore de validation officielle. Donc ça va être amené à évoluer. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est justement une idée qui nous est venue de par notre expérience vis-à-vis des agences, notamment, et nos expériences réciproques. On a compris en fait que quand on crée une agence, le passage à l'échelle est vraiment le moment le plus douloureux et le plus compliqué à passer. C'est vrai pour des agences, c'est vrai aussi pour d'autres types d'entreprises comme des cabinets de conseil, comme des startups aussi. Au départ, on crée des choses, généralement ça se passe bien, on met en place des petits outils, on commence à recruter nos premiers collaborateurs, on bricole un peu, mais généralement on a de la bonne volonté et on délivre la prestation à la fin et ça se passe bien. Et puis arrive après un certain moment où l'équipe s'agrandit parce qu'on a notre base de clients qui augmente, la pression commence à arriver, on a une masse salariale de plus en plus importante, on a des process qui sont en train de se construire. Et en fait, généralement, la phase de croissance va beaucoup plus vite que la phase d'organisation. Je parle pour les entreprises qui sont évidemment qui ont trouvé leur marché. Et donc, ce qui passe généralement, c'est que les entreprises passent d'un moment d'une phase de démarrage à une phase un peu de désorganisation qui a pour source en fait cette forte croissance. Donc quand je parle de désorganisation, c'est-à-dire des process qui n'existent pas ou qui explosent en plein vol parce que l'entreprise grossit. Je parle de tâches chronophages parce qu'on n'a pas pensé au départ, et c'est normal, à comment on allait automatiser un ensemble d'actions. On n'a pas forcément tous les bons outils en interne. Les salariés perdent beaucoup de temps à faire tout un tas de tâches qui sont inutiles, à faire de la double saisie, à chercher de l'information. On a une communication qui va être de plus en plus complexe à la fois en interne et avec nos clients parce que il y a des pôles qui se construisent avec des responsabilités, etc. Bref, c'est un moment qui est très très douloureux pour les gens qui ont traversé en tout cas ce genre de cycle, et en même temps qui peut être célébré parce que ça veut dire que le projet et l'agence va fonctionner. Et donc on a envie aujourd'hui, nous, de répondre à ce problème qui est de comment on va permettre à ces agences de scaler leur activité et de se mettre en position pour grandir et pour vraiment exploser après leur croissance. Parce elles ont besoin de se mettre dans ces bonnes dispositions pour y arriver. Nous, aujourd'hui, notre constat, c'est qu'il faut une combinaison de 3 choses. La première, c'est déjà avoir les bons outils en interne. Alors quand je parle des bons outils, c'est-à-dire s'équiper à la fois sur des outils pour gérer ses projets, pour gérer sa partie commerciale, gérer son marketing, gérer ses finances. Vous devez avoir quand même un ensemble d'outils, pas forcément des millions, mais avoir quand même un ensemble d'outils qui vont permettre d'être efficace et de donner les clés à vos collaborateurs, d'être efficaces sur les différentes problématiques qu'ils vont gérer. Donc ça, c'est vraiment la partie plutôt comment on gère notre productivité interne. Ensuite, il y a la phase de connexion entre ces outils. Donc, c'est comment on va faire communiquer ces solutions entre eux. Donc, comment on va automatiser des tâches, comment on va éviter que des données soient un peu dispersées à droite à gauche, et comment on va faire en sorte que par exemple, notre CRM pour la partie commerciale va communiquer avec notre outil de facturation. Donc ça, c'est la deuxième clé pour nous, pour qu'une entreprise puisse scaler. Et la troisième, c'est plutôt l'expérience client qu'on va offrir, l'expérience aussi à nos collaborateurs, et comment on va centraliser en fait toutes ces informations. Donc une fois que vous avez vos outils internes, vous avez vos processus, c'est comment on va rapatrier toute cette donnée à un endroit et la mettre à disposition de nos clients, de nos collaborateurs, pour qu'ils puissent vraiment l'utiliser et industrialiser tout ce qu'ils ont besoin de faire, l'onboarding des clients, etc. Donc nous aujourd'hui, c'est un peu ça notre approche, c'est de proposer un service qui va permettre aux agences de scaler à travers cette méthode qu'on est en train de développer. Donc cette méthode qui repose un peu sur ces 3 piliers dont je viens de parler. Des premières expériences qu'on a, et en fait c'est marrant parce que on l'a fait sans vraiment s'en rendre compte dans nos propres agences.
Chez The Toolbox, on a créé un portail en ligne pour fluidifier l'onboarding des clients, gérer les projets et on s'est équipé en outils pour scaler notre activité. Ça nous a été énormément utile. Toi, tu m'as expliqué aussi que dans les agences que vous avez développées, SEO Secret, My Name is Bond, tu avais aussi, sans qu'on se concerte, développé des portails en ligne avec des outils. On en reparlera, c'est pas forcément l'objet de cette vidéo, mais avec des outils donc no code pour scaler aussi votre activité. Et donc les résultats nous qu'on a eu, on estime que on peut faire économiser à peu près au moins 30% du temps en termes d'efficacité aux collaborateurs dans leurs tâches quotidiennes. Donc c'est déjà un gain de temps énorme pour les boîtes. Et aussi on estime que c'est aussi un très bon moyen de se démarquer de la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les boîtes qui ont un site web, c'est quelque chose qui est considéré comme acquis. Tu dois avoir un site web dans la plupart des industries pour présenter tes services. Mais demain, une agence, un cabinet de conseil ou une boîte qui a un portail en ligne qui permet d'offrir une expérience utilisateur, une expérience client un peu plus poussée et un peu plus fluide, va vraiment aussi pouvoir se démarquer et donc acquérir plus de clients et surtout scaler du coup son activité. C'est-à-dire, donc quand on dit scaler, c'est traiter plus de clients avec un nombre de ressources moindre ou qui n'augmente pas proportionnellement avec l'activité. Donc voilà un petit peu l'axe de réflexion. Je sais pas si j'ai bien résumé. J'ai été très complet. Ouais, peut-être bien complet. Mais je pense que si on le résume en deux phrases, en fait, c'est nous on vient résoudre donc la dette technique. En fait, tout ce que quand on fait une agence, on a vraiment la tête dans le guidon. On fait beaucoup de production pour les clients pour être sûr que l'argent rentre tous les mois. Et on se dit tout le temps, en fait, vas-y, je vais mettre un coup de cleaning à Noël ou pendant les grandes vacances, parce que nos clients prennent des vacances, donc ça donne un peu du temps de dispo. Et en fait, on le fait jamais, parce que nous aussi, on a besoin de se reposer. Et donc, on accumule ce qu'on appelle de la dette technique. Et nous, on vient et on dit, voilà, on sait comment une agence fonctionne. On connaît à peu près tous les outils du marché, si ce n'est toutes les grandes gammes d'outils de marché. Et donc, on va dire, OK, bah voilà, laisse-nous venir observer comment tu fonctionnes. Et après, t'inquiète pas, on va te faire gagner du temps et donc de l'argent. C'est ça un peu. C'est très bien résumé. Donc du coup, on s'est dit ça tous les deux. On a eu la chance parce qu'on sait que c'est un besoin, parce que toi, tu l'as identifié de ton côté, moi, je l'ai identifié de mon côté. Et j'ai changé la vie des agences qu'on a actuellement en faisant ça. Donc on sait qu'il y a un vrai ROI dessus. Maintenant, les gens, quand on le pitch pour l'instant, ils le voient un peu plus comme de la vitamine C que comme du Doliprane. Ce qui est à nous de faire en sorte de leur montrer que ça va être vraiment héroïste. Parce qu'en fait, quand on crée une agence, il y a deux types d'agences. Il y a les agences convenient et les agences héroïstes. Donc héroïstes, c'est ceux qui vont directement ramener plus de CA à ton business. Donc du coup, tu te dis, je paye 100 et j'obtiens 200 en CA. Et convenient, c'est celles qui vont un peu arrondir les bords et qui vont faire en sorte que tu vas être plus confortable dans la réalisation de ton business. Nous, on est entre les deux, mais sur le long terme, on est plutôt héroïste. Du coup, on s'est dit ça, et là, on est dans la phase où, bon, déjà, on a signé notre premier client sans site internet, ni branding, ni nom. Donc ça, c'est quand même beau. Voilà. On peut se féliciter. Donc ça, c'est cool. Donc on a déjà closé quelqu'un sur notre façon de faire. Là, aujourd'hui, on est dans la phase où on se dit, bah, va falloir qu'on trouve un univers, un branding un peu autour. Donc on a commencé un peu à partir sur tout ce qui était le délire de nettoyage, un peu les Shiva des agences, genre on vient nettoyer votre bordel en interne. Dératiseur. Le dératiseur de l'extrême. Mais bon, moi j'ai pas trop envie de porter des pulls avec les dératiseurs de l'extrême. Donc on va peut-être pas forcément aller à fond là-dedans. Après on est parti un peu sur un côté Lego créateur, de se dire que voilà, chaque data, chaque app sont des briques, et nous on va venir faire le lien entre les briques pour vous créer un playground, un monde de jeux virtuels, enfin jeux réels, une aire de jeu sympa, connectée et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas mal fait. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme idée? Ah oui, bah là on a notre dernier univers sur lequel on va un peu plus aller dedans. Tu sais quoi, on va pas en parler. On va laisser la surprise pour le prochain épisode. Ouais, je pense que d'ici là on aura le site. Ouais, on aura le site, on va très bien, mais en tout cas,
Ouais, je pense que si on veut donner un contenu actionnable, c'est à tous ceux qui veulent lancer une agence. C'est vraiment d'aller chercher vos premiers clients sans vraiment vous intéresser effectivement à ces choses qui sont pas les plus importantes. Ouais. Vous pouvez aller chercher des clients simplement en ayant le bon discours. Moi aujourd'hui, comment je suis allé chercher ce client, c'est quelqu'un de mon réseau tout simplement, et généralement ça part de là. C'est quelqu'un, pour vous dire, avec qui j'avais fait une Postez sur alternance LinkedIn. il y a voilà, il y a 7 ans, et qui m'a retrouvé grâce à LinkedIn, qui a suivi un peu mes aventures et qui a vu que voilà, j'avais certainement un petit peu plus de temps à accorder à ces projets, et voilà, je lui ai expliqué qu'effectivement on relançait cette aventure et que j'étais assez intéressé de travailler avec lui, et ça s'est fait assez naturellement. Et donc, je pense que c'est l'un des premiers axes, peut-être même auquel on pense pas forcément. On pense des fois à faire un beau site web, un beau formulaire et du cold emailing ou des ads ou je ne sais quoi, alors que finalement, vous avez déjà peut-être les prospects dans votre téléphone, dans votre réseau LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à, je pense, tenir informer les gens quand vous faites des nouvelles choses, parce que peut-être que vous vendrez pas la prestation à votre ancien ami avec qui vous avez bossé il y a 3 ans, mais peut-être que il a un ami qui sera intéressé par vos services. Et généralement, il vous suffit juste de décrocher peut-être 2 ou 3 missions pour vous lancer. Et puis, si vous travaillez bien, le bouche à oreille va faire que, en fait, l'activité peut se lancer assez naturellement. Et puis, dans un second temps, effectivement, avoir une landing page, c'est quand même aussi important, mais c'est pas forcément un prérequis. T'as dit plein de trucs. J'ai envie de rebondir de ouf sur plein de trucs. Je pense que on va avoir de quoi faire dans les épisodes. Mais ouais, en 2 mots, parce que je déteste les gens qui font ça dans les podcasts. Ça me vénère en mode, tu sais, ils disent ouais, ah putain, ça me donne envie de rebondir sur ça, mais on le fera pas tout de suite, tu vois. Toi, t'es en train d'écouter, t'es en train de cuisiner tes pâtes là. Tu dis vas-y, dis vite fait là, dis. Ouais. Donc non, justement, je vais rebondir là-dessus. Mais en synthétique, et on aura l'occasion de le développer. D'ailleurs, si vous voulez qu'on le développe, n'hésitez pas à le commenter en dessous de cette vidéo, comme ça on saura un peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Poster sur LinkedIn, genre hyper important, je pense, de se mettre une routine, que ce soit LinkedIn d'ailleurs ou une newsletter ou quelque chose d'autre. Mais je pense que le fait d'écrire, ça permet de rester actif d'un point de vue cérébral, parce que pour écrire des trucs, il faut savoir quoi dire, donc il faut faire de la veille et donc acquérir de la connaissance toutes les semaines. Ça permet de rester top of mind, et ça c'est hyper important. Nous, j'ai eu plein de clients qui m'ont dit putain, justement, ça tombe bien, je pensais à toi. Il y a une de tes newsletters qui est arrivée dans ma boîte mail, et tac, le deal a été fait. T'as parlé de qu'est-ce que t'as dit? Ouais, closer un client, on n'a pas besoin de site internet. Genre ça pour le coup, je pense que on le dit tout le temps. Vas-y, faut se lancer. Mais sur toutes les agences que nous on a créées, à chaque fois, nos premiers clients, on n'avait pas de site internet, on n'avait pas de nom, et on est juste allé envoyer un email ou un message sur LinkedIn, et on a testé notre discours, quoi. Donc ça, hyper important de le faire. Même My Name is Bond, on avait 900 € de MRR, on n'avait même pas de site internet. Et je pense le dernier point que tu as dit qui est hyper important, c'est d'en parler autour de toi et d'essayer de vendre dans notre premier cercle, même si je mets quand même un petit bémol là-dessus, parce que c'est compliqué en France, dans le sens où moi je sais que quand j'ai commencé, notamment My Name is Bond, mais même quand on a commencé à se c'était pareil, on avait quand même beaucoup de gens autour de nous qui pourraient profiter de ce service-là, et tous mes potes sont devenus clients après 6 mois, 1 an. Parce que je pense qu'en France, on valorise énormément le côté un peu résilience dans un business, mais on va pas se dire ah, il lance son business, je vais l'aider tout de suite et je vais lui prendre une presta, tu vois. Enfin, c'est pas. Alors, c'est soit ça, soit il faut peut-être réfléchir à changer d'amis aussi, hein. Mais ça, après, c'est mais ça, j'ai essayé il y a longtemps, mais j'ai jamais réussi, en fait. Ils sont trop là, tu vois. En fait, ils ont trop de secrets d'État. Ils sont là, mais quand il faut payer l'addition, ils disparaissent un peu, quoi. Mais en vrai, c'est vrai, un resto, c'est le meilleur exemple. Et je me souviens, je crois que c'était Oussama dans un de ses podcasts, il disait la différence entre un Libanais et un Français. Genre, le Libanais, quand t'as un de ses potes qui va dans un resto libanais et qui dit ah putain, t'as ouvert ton resto, il va payer 2 fois l'addition. En France, il va te dire vas-y, tu m'offres le Dijon parce que je suis ton pote, tu vois. Et c'est vrai que c'est très vrai, c'est très vrai. Moi, je leur ai fait des réductions de malades à mes potes. Ils ont rien payé. Ils ont payé prix coûtant, les man. Mais ouais, du coup, premier réseau, et après, on va devoir aussi développer notre canal d'acquisition, parce qu'à un moment donné, le premier réseau, il va s'épuiser. Même si le bouche à oreille va commencer à faire son petit bout de chemin, le cycle du bouche à oreille est quand même assez long. Donc, il va falloir qu'on commence à réfléchir un peu à
notre canal d'acquisition, je pense que LinkedIn va être déjà un bon premier moyen. Peut-être YouTube, ça on verra après en fonction de ton kiff. Mais quoi qu'il arrive, il faut que ce soit... là pour l'instant, en fait, nous, on va partir certainement sur LinkedIn pour expliquer un peu aussi comment choisir son bon canal d'acquisition. C'est peut-être le deuxième conseil que je pourrais moi donner, c'est miser sur vos forces et sur vos assets actuels. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on sait qu'on a une bonne communauté LinkedIn qu'on a construite pendant plusieurs années et qu'on est identifié sur le terrain de jeu du no-code. Donc ça, effectivement, nous, on va en profiter pour l'utiliser. Mais je veux dire, si vous avez construit une audience sur Instagram, sur TikTok, ou que vous connaissez très bien le SEO, je sais pas, maximisez aussi sur vos forces pour aller chercher le canal le plus cohérent. Après, évidemment, ça dépend de chaque industrie. Voilà, il faut connaître aussi sa cible et où est sa cible. Mais si votre cible est déjà là où vous avez une expertise, c'est encore mieux. Ouais, je pense que on s'arrêtera là-dessus pour pas faire des épisodes trop longs, mais je pense que c'est une chose à faire et c'est l'une des erreurs des agences qui sont jeunes. Quand je dis jeunes, c'est entre 0 et 1 million de CA. Il faut tester plusieurs canaux, mais une fois qu'on en a trouvé un qui marchait, entre 0 et 1 million, faut bourriner là-dessus. Mais vraiment bourriner et faire vachement de volume là-dessus, genre quitte à qu'on ait des gens qui nous disent tiens, tu me saoules avec tes stories qui parlent tout le temps de ça, c'est pas grave. Toi, si tu veux être mon pote, tu m'envoies un message, on s'appelle, mais let's go. Enfin, si vraiment par exemple c'est Instagram, faut y aller, il faut faire du volume, c'est un jeu de nombre. J'écoutais encore Thibault Louis cette semaine, il racontait qu'il a écrit 1500 posts LinkedIn en un an avant de faire un post qui reach, quoi. Donc faut pas oublier que c'est un numbers game et faut y aller, quoi. C'est clair. Trop cool. Bon, bah, on est vendredi, Flo. On se revoit vendredi prochain. Bon, on va se parler avant, bien évidemment. Mais on se revoit en tout cas pour l'épisode 2 de Building Public. Peut-être qu'on aura un nom, peut-être qu'on aura un site. Mais là, en tout cas, c'est ce que j'allais dire. Ouais, alors un nom pour le business et puis peut-être même un nom pour cette émission si ça intéresse les gens. Un petit, je sais pas, Road to 1 million ou n'importe quoi. J'ai entendu ça quelque part. Mais ouais, ça existe déjà. Non, c'est déjà pris. Bon, un truc dans le genre. Mais c'était très chouette. J'espère que ça servira à ceux qui regardent. Yes. Bon, allez, à plus Flo et puis à la semaine prochaine de toute façon. Allez, salut, bye.